bonsoir les Itata, très heureux de vous retrouver et nous nous retrouvons justement pour célébrer une éminente personnalité de la culture martiniquaise, un musicien hors pair qui œuvre depuis près de 60 ans pour le rayonnement de la culture martiniquaise. Bonsoir Max Sylla. Bonsoir Jean-Marc. Comment allez-vous Max? Eh bien, très bien. Franchement, ça va. Je suis vraiment très heureux de recevoir le père de la flûte des mornes. C'est comme ça qu'on vous appelle aujourd'hui. Et la flûte des mornes qui est un des instruments les plus emblématiques de la traversée musicale martiniquaise. Oui, tout à fait. C'est un instrument qui incarne un aspect profond de la tradition paysanne, la tradition musicale paysanne des mornes, et qui est aussi une tradition orale, transmise de manière uniquement orale et sensitive. Alors vous vous êtes produit il y a quelques jours au 51e Festival de la ville de Fort-de-France avec Colobarst. Vous avez aimé? Ah oui, c'était un excellent concert et vraiment cette initiative de Mylène et Mika de proposer au comité du festival ce duo, Colobarst et Max Sylla, était vraiment bien de bonne... Un bon choix en tout cas. Très, très bon choix. Et il y avait une communion parce que nous avons beaucoup d'harmonie, de résonance entre nous, musicale et aussi spirituelle. Oui. Colobarst que j'ai eu la chance de recevoir à cette place il y a quelques mois, Max Sylla. Alors, cette émission est basée sur les photos et les vidéos. Alors, je précise pour les téléspectateurs de Zitata TV que Max Sylla est malvoyant. Donc, ça veut dire que je vais devoir lui commenter certaines photos. Pour les vidéos, pas de problème, puisque nous aurons le retour son. Voilà. Donc, Max, on va d'abord commencer par revenir en arrière, il y a quelques 60 années en arrière. On va commencer par votre parcours personnel. Kimounouye. Alors Max Sylla, vous êtes musicien, on le sait, mais au début, qui était Max Sylla? Comment est-ce que vous vous êtes forgé votre personnalité avant de devenir ce grand artiste que vous êtes aujourd'hui, que vous êtes déjà depuis très longtemps? Eh bien, je dois dire que je le dois beaucoup à mes parents, mon père, ma mère, qui nous a éduqués sur des valeurs, sur la base des valeurs universelles de la nature humaine, en tant qu'être humain. Et ça, c'est extraordinaire, avec beaucoup le sens de l'éthique. Et pourtant, j'ai grandi, je dis pourtant, parce qu'on a tendance à croire que quand on vient des milieux pauvres, c'est un handicap. Et j'ai passé mon enfance à la rue Cazenègre, à l'habitation Rochelle. Alors justement, on va diffuser une affiche d'un film dans lequel vous auriez pu jouer. Ce fameux film Rue Cazenègre de Zane Palsy, puisque vous avez grandi dans un village, oui, dans une rue Cazenègre. Et j'apparais dans le film de Zane Palsy, mais dans une fonction tout à fait de flûtiste du village, quoi. Je traverse le village en jouant un peu de ma flûte des mornes. Oui, c'est ça. Alors cette vie dans la rue Cazenègre, c'était à Ducos, au quartier Rochelle? Et l'habitation Rochelle. Quand on dit l'habitation, c'est un lieu dit, c'est un domaine où il y a la maison du géreur, et la maison des contremaîtres, et puis le village rue Cazenègre. Parfois, il y a plusieurs villages rue Cazenègre ou un village rue Cazenègre. Oui. Enfin, des villages, mais en fait, c'est ça, c'est une rue. C'est pour ça qu'on dit rue Cazenègre. Et vous disiez que c'était une enfance heureuse? Oui, parce que heureuse de l'apport de la nature. La rivière, le moulin à vent qui était sur la rivière, et tous les arbres fruitiers, on grimpait au manguier, on allait pêcher au carolin, on disait en créole câlin. Et puis les balades dans la nature, aller faire des lianes pour les lapins. Et c'était une vie un peu de ferme, parce que mes parents
avait, comme beaucoup de gens à la campagne, moutons, chèvres, cochons, etc., des lapins. Il y avait de quoi se nourrir, en tout cas. Oui, il y avait de quoi se On n'avait nourrir, pas oui. besoin forcément d'aller à la boutique pour ça. Exactement, oui. Et vous ressentiez déjà cet attachement à la terre. Eh bien, ça se faisait naturellement parce que nous étions en symbiose avec la nature. Très gosse, on avait un petit bout de terrain, on s'appliquait à avoir notre propre petit jardin. J'ai planté la canne à sucre, il y avait plusieurs variétés de canne à sucre. Et puis, vu les écovistes dans les ravins, les différents poissons, même anguilles aussi dans la rivière, une Martinique qui était totalement dans les conditions de ce qu'on appelle l'écologie maintenant. Les conditions Et naturelles. autosuffisante, c'est-à-dire qu'on Oui, tout à fait. on s'alimentait soi-même, en fait. Tout à fait. Et puis il y avait les corvées, parce que sorti de l'école, il fallait, comme je dis, aller attacher le mouton, récupérer le mouton qui est attaché dans la savane, et faire des lianes pour les lapins. Et puis c'était les occasions aussi de se donner à de nombreux jeux. Vous aviez combien de frères et sœurs, Max? Nous étions une fratrie de 7, 6 garçons et une fille. Ouais. Une fille, d'accord. Oui, c'était la 7e d'ailleurs. Et voilà. Et donc, et mon père était artisan ébéniste. Nous étions logés, l'habitation Rochelle, appartenait à la famille Aubéry. La famille Aubéry, les champs de canne à sucre alimentaient l'usine Larentie qui se trouvait face à l'aéroport. Là se trouve l'aéroport maintenant. Et donc, j'ai vécu l'ambiance des travailleurs de la canne à sucre. La dureté de ce travail, de la coupe de la canne. Avec des chants et musique qui étaient omniprésentes? Pas vraiment. Pas forcément. Non, non, non. C'était plutôt après le travail. Oui, oui, c'est ça. Et encore, c'est un certain monsieur qu'on appelait Monsieur Bondier, qui était un des travailleurs de la rue Cazenègue, et qui s'était fabriqué sa flûte de bambou, et qui jouait le soir, certains soirs, adossé au tronc d'un gros manguier au bord de la route, et qui s'adossait vers les 5h, 5h30, même 4h des fois, 4h30, avec sa flûte, et jouait des mélopées. Et j'ai trouvé ça très beau, avec sa flûte. Et c'était un autodidacte. Oui. Et c'était votre premier contact, en fait, avec la musique flûte, et avec cette flûte, oui, tout à fait. Alors, on franchit quelques années, Maxilla. On va voir une photo de vous jeune qui figure sur votre site internet d'ailleurs. C'est une photo, je pense, sensiblement à votre arrivée à Paris, puisqu'on vous voit avec un blouson et une écharpe, autour de l'année 1963. Oui. Alors, l'adolescent que vous étiez, comment vous avez vécu, avant de partir à Paris, comment vous avez vécu cette adolescence? Vous vous intéressiez à quoi? Déjà à la musique? Oui, oui, tout à fait. J'étais, en tant que mélomane, bien sûr, je m'intéressais à la musique, et puis j'ai essayé déjà de fabriquer des flûtes en autodidacte encore, dès l'âge de 15-16 ans, par là, j'ai commencé les essais de fabrication. Et puis c'est à 18 ans, à Ducos, nous avons formé un petit groupe avec Mr. Love, un ami d'enfance, et qui chante et guitariste, et qui s'appelait les Little Stars. On voyait l'influence anglo-saxonne déjà. Oui, parce que pourquoi Mr. Love? Parce que Mr. Love, il s'est fait appeler comme ça parce qu'il était très doué, il aimait la langue anglaise et il chantait beaucoup les calypsos, tout ce qui est anglais. On avait formé ce groupe et là, je jouais la flûte un petit peu et nous avons notre copain qui jouait l'harmonica, qui jouait les congas, etc. Et M. Maurice Jallier nous encourageait, il passait à la fête patronale avec sa troupe qui s'appelait Ploum Ploum Tralala, Maurice Jallier, guitariste, avec un comédien qui s'appelait Woudoudou, Monsieur Lavaux, connu sous le nom de Woudoudou, et qui faisait des spectacles lors des fêtes patronales à Ducos. Et voyant que nous étions des jeunes enthousiastes qui aimaient la musique, il nous faisait passer en avant-première. Voilà. Ça a commencé comme ça, mais
amoureux de la musique. J'écoutais toutes les belles musiques, la musique cubaine, la musique haïtienne. C'était l'époque des compas directs, l'émergence du compas direct avec le Mou Jean-Baptiste, par exemple, oui, Revers, tout à fait. etc. Alors, et puis à 19 ans, boum, vous êtes, puisque Apprendre le vous métier. êtes un enfant du Bumidum, Tout à fait. de la génération Bumidum, et vous partez à Paris. Paris 1963, on va voir une photo. Oui, c'est ça. Paris 1963, en décembre 63, vous êtes parti précisément. Oui, j'ai quitté la Martinique en décembre 63, c'est-à-dire à 2 mois avant mes 20 ans. Hein. Et au fait, la destination réelle, c'était le Pas-de-Calais. J'ai fait un stage de 6 mois à Liévin, à 4 km de Lens, et un stage de mécanique de précision, un stage FPA, ça veut dire formation professionnelle des adultes. Hein, Et vous vous assigniez à travailler en usine, en fait. oui, j'ai travaillé en usine. J'ai eu mon CAP en mécanique de précision, spécificité, fraisage. J'étais fraiseur. Et après mon CAP que j'ai eu en juin 64, je me suis rendu à Paris. Oui. Je me suis rendu à Paris et orienté dans une entreprise par un inspecteur du travail qui se chargeait d'orienter tous les ressortissants des DOM dans des entreprises françaises. C'était une époque où il y avait beaucoup de demandes d'offres d'emploi. Il y avait beaucoup d'offres d'emploi. Voilà. Absolument. Et puis, quelques années plus tard, je crois que c'est décembre 1967, vous allez faire une rencontre. On va écouter, regarder et écouter une vidéo et on revient en plateau pour en parler ensuite, Maxime. D'accord. Alors, Maxi, là, ça vous rappelle des souvenirs. Donc, Archie Shepp, c'était un concert à Château-Vallon, en l'occurrence, quelques années plus tard, mais en décembre 67, c'est la rencontre de ce grand musicien de jazz qui a été un peu le déclic pour vous. Oui, tout à fait. Rencontre avec Archie Shepp, rue de la Huchette, dans le quartier latin, Saint-Michel, le quartier Saint-Michel exactement, à Paris. Et Archie Shepp venait d'arriver en France, parce que c'était l'émergence du free jazz. Il était parmi les précurseurs de cette nouvelle conception musicale des Afro-Américains. Et donc, on s'est rencontrés dans la rue de la Huchette. C'était une époque où je côtoyais le quartier latin, principalement un club musical qui s'appelle l'Escale, rue Monsieur le Prince, au métro Odéon, tout près de Saint-Michel, d'ailleurs, la station à côté. Et habituellement, j'allais surtout écouter les Sud-Américains et les Cubains qui jouaient. Il y avait une cave cubaine à l'Escale de musiciens cubains qui jouaient. Et ce jour-là, j'avais ma flûte, parce que j'ai commencé à m'intéresser déjà à la flûte cubaine les flûtes de charanga cubaines, comme l'orchestre Aragon, José Fajardo, l'orchestre Sensation, etc. Et donc, je m'étais procuré à Paris, je m'étais acheté une flûte en ébène, cette flûte cubaine, et j'allais écouter les Cubains et faire le bœuf avec eux. Et c'était des musiciens de la génération de mes parents, bien plus âgés que moi, et qui m'encourageaient. Ils voyaient un jeune qui aime leur musique, qui m'encourageait. Et ce soir-là, je rencontre un musicien
ce fameux Archichep, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Mais apparemment, lui, il vous connaissait, puisqu'il vous a proposé de venir jouer Non, avec lui. même pas, même pas. Shep, je crois qu'il était dans un élan d'enthousiasme. Il était tellement content d'être à Paris. On se croise dans la rue, il voit un jeune musicien. J'avais ma boîte de flûte sous les bras, il a compris que j'étais musicien. Il avait son sax, son étui de sax ténor à la main. On s'est croisés comme ça, il est venu vers moi et il me dit « Brother », il m'adresse comme ça. Il commence à me parler en anglais et j'ai compris un peu qu'il m'invite. Il jouait au Chat qui pêche. Et il m'invite comme ça spontanément. Oui. Et je me trouve emporté dans une aventure extraordinaire. Et c'est arrivé dans le club, j'ai compris que j'avais affaire, que j'avais rencontré une grande vedette du free jazz. Et c'était un déclic parce qu'il m'a passé le micro, il m'a fait jouer avec lui. Et spontanément, j'ai ressenti cette musique et j'ai improvisé avec lui. Si bien il y avait plein de journalistes dans la cave de jazz, hein, c'était des caves du quartier latin. Et ensuite, la patronne du Chat qui pêche, Madame Ricard, elle s'appelait, c'est une femme originaire d'Avignon, la ville d'Avignon, et qui me dit, quand elle a compris que je vivais à Paris, que je n'arrivais pas des États-Unis avec Archichep, que j'étais martiniquais, elle m'a dit, eh bien justement, j'aimerais faire des matinées dansantes le dimanche après-midi. Est-ce que vous pouvez venir jouer avec des amis? Et par la suite, vous avez donc joué au Chat qui pêche. Voilà, c'est ça. J'ai contacté, c'est à cette même époque que j'ai contacté Henri Guédon, Daniel Mizen, Roland Malmain. Il y avait aussi Georges Pastel qui faisait des études de médecine et qui passionné de musique cubaine également, au conga, de percussion. Et donc, et Jojo Gokavla, toute cette équipe, et Carlos Bartouche Christian, on a formé tout un groupe extraordinaire et nous avons animé plusieurs soirées, matinées dansantes au Chat qui pêche le dimanche. Et ça se passe exactement au février-mars 68. Et après arrive mai 68. Et donc on peut dire, Max, que cette rencontre avec Archichep a été quelque part le déclic, le démarrage de votre carrière de musicien. Ah oui, tout à fait, puisque c'est le premier contrat que j'ai eu, puisque Madame Ricard, qui avait une attitude très maternelle avec moi, elle m'appelait, elle me dit, elle a eu la même attitude que Chip, elle me prend un peu dans ses bras comme ça, et elle me dit, mon petit, tu as la trempe des grands, qu'elle me dit. Madame... Elle ne s'était pas trompée. Elle ne s'était pas trompée. Alors, 2 ans après ou un peu moins, Max, vous revenez en Martinique en 69, c'est bien ça? En 70. En 70. Oui, je reviens en Martinique. Ah oui, je reviens d'abord en 69, mais pas longtemps, 2 mois et demi. Et on va voir une photo justement, une photo de quelqu'un qui malheureusement nous a quittés l'année dernière. Ah oui, je sais. Roger Jaffori Ouais. et son groupe Katiunga, c'est une affiche. Et vous avez joué avec Roger Jaffori quand vous êtes revenu en Martinique. Tout à fait. Roger Jaffori, qui est un ami d'ailleurs, et qui était le responsable du groupe Kachunga, qui comprenait aussi comme pianiste Polo Rosine, il y avait Bim Monville au sax, Victor Termé aussi également. Que des grands noms. Hein. Ah oui, c'est ça. Et Roger Jaffori, voyant que je pratique cette flûte cubaine, m'intègre dans le groupe Kachunga, qui c'était le premier groupe à faire de la musique latin jazz, musique cubaine et latin jazz. Et c'était une rencontre formidable. D'ailleurs, on ne s'est jamais perdu de vue depuis. Et c'était une très belle expérience. Ça s'est passé en février 69 exactement. Je suis resté 2 mois et demi en Martinique. Et c'était un premier retour au pays. Oui. Ouais. Après, je retourne à Paris. Et je reviens 1 an après, en 70, mais là, à ce moment-là, déterminé à valoriser notre flûte traditionnelle des Mornes. Merci pour la transition, Max. On va passer justement à la rubrique matinique pour continuer à parler de la flûte des Mornes.
Alors, cette flûte des Mornes, la toutoune bambou, c'était Ouais, son son nom traditionnel, on va dire. Tout à fait, oui. On va en voir une photo, et puis vous en avez aussi avec vous, bien entendu, parce que Max aussi, là, ne se déplace jamais sans ses flûtes. Donc, cette fameuse toutoune bambou, vous avez décidé de la rebaptiser flûte des Mornes. Oui. Et j'explique d'ailleurs, puisqu'on est, dans l'ère du numérique, pour ceux qui veulent savoir plus, j'explique très clairement sur mon site max-silla.com, j'explique très clairement la réflexion sur laquelle, qui m'a conduit à appeler cette flûte la flûte des Mornes. Je me suis dit, c'est pour que dans les années à venir, qu'on sache ses origines, qu'elle appartient à la paysannerie martiniquaise et à l'oralité rurale. Oui. Le fruit de l'oralité rurale, parce que cette flûte de bambou est... Alors on la voit, on a deux flûtes sur le plateau. On a la flûte, effectivement, la flûte de bambou qui est la flûte des Mornes, l'ancienne toutoune bambou que vous avez rebaptisée flûte des Mornes. Ouais. Et puis on a à côté une autre flûte qui est la flûte de Charanga dont on va parler tout à l'heure. Oui. Et donc vous avez entre les mains cette flûte que vous avez... avec laquelle j'ai composé, Voilà. j'interprète ce thème qui est devenu emblématique, la flûte des Mornes, qui commence comme ceci. Voilà. On va l'entendre tout à l'heure en partie. Ouais. Et pourquoi, qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a conduit, puisque par la suite vous avez déposé la marque Flûte des Mornes, qu'est-ce qui vous a conduit à considérer que cet instrument devait avoir, voilà, devait prendre une dimension beaucoup plus importante que ça? Oui, parce que justement, pendant mon séjour à Paris, comme je disais, j'ai fréquenté ce club, l'Escale, où il y avait des musiciens des différents pays hispaniques, de culture hispanique, d'Amérique du Sud, c'est-à-dire le Pérou, la Bolivie, le Chili, Venezuela. Donc il y avait différents groupes de musique traditionnelle de tous ces pays qui se produisaient là, au rez-de-chaussée, et puis à la cave, il y avait les Cubains. Donc j'ai écouté toute cette musique et j'ai entendu des virtuoses de la quena, flûte traditionnelle des Andes, flûte en bambou et en roseau, et apprécié, applaudi par un public international, tant des Français que des touristes, etc., de toute provenance. Et je me suis dit, nous avons une flûte traditionnelle aussi chez nous, en Martinique, cette flûte de bambou, notre toutoune bambou. Eh bien, je voudrais que son expression musicale soit connue également dans le monde entier. Et on va le voir sur la photo suivante, vous vous êtes mis aussi à fabriquer des flûtes. Vous êtes devenu facteur de flûtes. Oui, c'est ça. Je rentre en Martinique en 70, déterminé à faire valoir cet aspect de notre patrimoine, de notre culture martiniquaise, de notre culture rurale. Et je me suis dit, pour ça, il faut que la flûte soit d'une conception précise, avec un doigté précis, ce qu'on appelle la tablature, une tablature précise, et pour qu'elle soit absolument fiable et défendable, quelque part. Donc, j'ai mis au point, j'ai fait des recherches depuis Paris d'ailleurs, pour mettre au point une méthode de fabrication. Et une fois en Martinique, je rencontre Eugène Mona. On va en parler tout à l'heure. Allez-y, continuez, Max, continuez. Et donc, parce que je viens en 70, exactement, c'était le retour au pays. Ça me fait penser un peu à Aimé Césaire, cahier du retour au pays natal. Et bien, pour moi, c'était le vrai retour au pays. En juillet 70, où je reviens à Martinique par le paquebot Antilles, et décidé
de vraiment mener campagne pour défendre cette flûte et toute la musique rurale qui va avec cette flûte, le belay et tout ce qui est autour du belay, le bélia, le grand belay, etc. Et là, à l'époque, il n'y avait pas encore le CMAC, il y avait un organisme qui s'appelait la mission d'animation culturelle, qui était dirigée qui était programmée par le ministère de la Culture, avec un monsieur qui s'appelait Michel Philippe, qui était responsable de cela, une mission d'animation culturelle à Martinique, et qui a appris qu'il y a un jeune homme, Maxilla, qui défend ce patrimoine, et il a pris contact avec moi. Il m'a encouragé dans ce sens parce que je rencontre au Robert, en décembre 70, Eugène Mona, que personne ne connaissait encore à l'époque. Suite au bœuf que je fais avec l'orchestre La Perfecta animait une soirée dans un restaurant, une soirée dansante dans un restaurant Payotte, près du stade du Robert. Et je fais le bœuf avec La Perfecta, avec ma flûte d'ébène, ma flûte cubaine, donc, dans un morceau cubain qui jouait, parce que Perfecta jouait... Il jouait beaucoup de salsa à l'époque. Oui, à l'époque, oui. Beaucoup de musique latine. Oui, beaucoup. Et voilà. Et j'étais venu en tant que client, j'étais dans le public à cette soirée de Perfecta. Et quand j'improvise dans un son, après je quitte la scène, je retourne dans le public. Et à ce moment-là, il y a un grand jeune homme noir qui vient vers moi et qui me dit « peux jeter un coup d'œil dans le futua ?» Et je lui montre ma flûte, cette flûte cubaine, en ébène, traversière. Et il me dit, tu qu'à mener une flûte comme ça, ma qualité, c'est moi à la flûte, etc. Et on fait connaissance, et c'était Eugène Mona. Et voilà. Et par la suite, vous allez assez régulièrement jouer ensemble et échanger. Alors, on va revenir sur Eugène Mona dans un instant. Je voulais qu'on parle très rapidement, Max, de votre passage au CERMAC, parce qu'on va voir sur la photo suivante. Vous avez été formateur au CERMAC et vous avez formé de jeunes futurs musiciens. Oui, justement. Mais c'est ça toute la chronologie. C'est que quand je rencontre Mona, moi, je suis le technicien qui a mis au point toute la tablature de la flûte, de cette flûte que j'ai appelée flûte des mornes. Et Mona, on est de la même génération, pratiquement du même âge. Il est de 43, vous êtes de 44. Oui, il y a 6 mois d'écart entre nous, que 6 mois. Donc, on est de la même génération, on défend la même cause. La différence, c'est que Mona est toujours resté en Martinique, dans sa campagne, et personne ne le comprenait. Et quand il se présentait partout avec sa flûte, on disait, mais côté Monsieur Calais, et puis en flûte de bambou, en tout de bambou. Et je suis la première personne, en l'entendant jouer, qui l'ait encouragé. J'ai dit, mon cher ami, ou qu'a exprimé exactement ces valéas en cas de défendance. C'est-à-dire, c'est l'expression, vous êtes l'expression totale de cette musique des campagnes que je viens valoriser, défendre. Et depuis ça, je l'ai encouragé. Et puis, il avait certaines lacunes au niveau du doigté. Je lui ai apporté les fruits de mes recherches. Et à partir de ce moment-là, on s'est côtoyés régulièrement l'année 71, l'année 72 et l'année 73. Donc, pendant 3 ans. Pendant ces années-là, en 1972 exactement, M. Michel Philippe de la Mission culturelle fait venir une grande comédienne française qui s'appelle Sylvia Montfort. Qui par la suite a été directrice de théâtre. Enfin, exactement, le Carré Torigny. Exactement. Oui, exactement. Le Carré Torigny à Paris. Sylvia Montfort vient pour donner un spectacle des œuvres de Claudel qui s'appelle Conversation dans le Loir-et-Cher de Claudel. Et dans le même programme artistique, ça se passait à la Purgerie de Font-Saint-Jacques, à Sainte-Marie,
Dans le même programme, il y avait un trio de musique classique, le trio Pasquier, des frères Pasquier, des violonistes. Et dans le même programme, M. Michel Philippe a programmé le TPM d'Henri Melon, Théâtre populaire martiniquais, qui donnait une pièce aussi. Et le groupe du Monde des S, le groupe de musique des Mondes des S, où il y avait 2 flûtistes, tambour bellet, tambour dibas, et Tibois, etc. Le groupe avec lequel Mona et moi, nous allions jouer pour le plaisir le dimanche après-midi. Et Michel Philippe m'a programmé avec le groupe du Monde des S. Maxilla, accompagné du groupe du Monde des S. Parce que j'avais cette posture de précurseur de cette flûte des mondes. Et Mona était dans le public. D'accord. Et comme Mona, alors inutile de vous dire, à cette époque au Fossé-Jacques, il y avait tout le gratin culturel et politique. Il y avait le président du Conseil général, le sous-préfet, beaucoup de personnalités politiques et un panel d'intellectuels martiniquais qui étaient à cette grande soirée. Et c'est pas tout, c'est que Sylvia Montfort, dans son récital de Claudel, devrait être accompagnée par un grand flûtiste français du nom de Roger Bourdin, qui est professeur du conservatoire de Versailles. Et Roger Bourdin a eu un empêchement. Ah, donc, Maxilla. Michel Philippe dit à Sylvia Montfort, il y a un jeune flûtiste martiniquais qui pourra vous accompagner. Elle n'y croyait pas trop. Et ça s'est fait spontanément. L'après-midi même du spectacle, on a fait une répétition et Sylvia Montfort était enchantée de voir comment je l'ai accompagnée sur les textes de Claudel au pied levé. Et le jour du spectacle, où il y avait tout ce monde, tout ce beau monde de la culture martiniquaise, eh bien, Mona était dans le public. Il était témoin de ça. Et il a dit, eh bien, ce que Max m'a dit, c'est possible. Parce que j'avais dit qu'avec sa flûte de bambou, qu'il pourra être connu du monde entier sans avoir besoin de faire la clarinette et le sax, des instruments reconnus, comme beaucoup de gens le disaient. Voilà un peu la phase extraordinaire de l'histoire. Et je vais continuer pour arriver au Parc Floral, au CIAMAC. C'est qu'en 1973, je retourne à Paris pour 4 ans. Et à partir de 1973, justement, Mona a eu un succès en Martinique considérable. Le public a découvert. Il a beaucoup parlé de moi. Et je reviens en Martinique 4 ans après, en 1977, et c'est là que M. Aimé Césaire me propose d'enseigner aux autres Martiniquais cette flûte des mondes au CERMAC. Et vous avez enseigné au CERMAC pendant combien de temps la flûte? Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Vous avez eu entre autres Dominique Canonge, le frère de Mario Canonge. Oui, tout à fait. Plusieurs autres élèves. Plusieurs autres élèves. Alors j'enseignais à la fois les techniques de fabrication, les méthodes de fabrication pratiques, parce qu'on fabriquait les flûtes directement. J'avais l'atelier de la fabrication et aussi la pratique instrumentale. J'ai enseigné les deux. Alors, on avance un petit peu, Max. Vous avez ensuite sorti 2 albums. Flûte des mondes 1 et Flûte des mondes 2. On va les voir en photo. Et puis, vous avez aussi, donc, ça c'est le volume 1, et puis ensuite le volume 2. Et c'est ce fameux morceau que vous avez tout à l'heure esquissé à la flûte, qui a en fait été un peu le morceau révélateur de ce qui était en train de devenir la flûte des mondes, c'est-à-dire quelque chose d'emblématique. On l'écoute et puis on revient tout de suite en plateau.
Alors, donc c'est le morceau Flûte des Mornes, Max, et c'est un morceau, alors je précise qu'il est tiré du compte YouTube de Funky Hamster, et c'est le morceau qui véritablement a révélé aux yeux et aux oreilles des Martiniquais toutes les capacités de cette Flûte des Mornes qui nous prend vraiment au trip, quoi. Oui, c'est vrai. Et c'est un thème qui évoque vraiment l'âme profonde du pays, tant du peuple martiniquais que de la nature elle-même, qui m'a été inspirée parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature et j'étais souvent dans des randonnées dans la forêt, hein, tant dans le sud que dans le nord. C'est pour ça que j'ai Pendant que vous composé. parlez, on va voir aussi une autre photo d'ailleurs avec justement ce fameux logo Flûte des Mornes que vous avez créé, qui figure d'ailleurs sur votre boubou que vous avez avec vous Ah oui. ici, et qui est d'ailleurs votre costume de scène. Ouais. Et donc ce logo Flûte des Mornes, parce que vous avez déposé la marque par la suite. Oui, à l'INPI, Institut national de la propriété industrielle. Donc, j'ai déposé la marque Flûte des Mornes, l'appellation Flûte des Mornes, et parce que je pense que historiquement, comme je disais, c'est important d'officialiser les choses pour qu'on le sache. Parce que souvent, il y a des rumeurs, des légendes qui ne reflètent pas toujours l'authenticité historique des faits. Et c'est dans ce sens. C'est un moyen de protéger aussi l'instrument authentique martiniquais. Oui, tout à fait. Pour que tout le monde n'en fasse pas tout et n'importe quoi, bien entendu. Exactement, oui. Et vous disiez aussi que ce morceau, Flûte des Mornes, a eu du succès même à New York. Oui, c'est ça. Il y a une chorégraphe, une grande chorégraphe afro-américaine, mais qui est d'origine martiniquaise, qui s'appelle Mary Brooks. Elle a une troupe qui s'appelle Mary Brooks Theatre Church, et qui est un ballet de jeunes, hein. C'est des jeunes adolescents, et qu'elle fait danser, et qui a eu beaucoup de succès. Et donc, comme beaucoup de ballets, ils dansent sur des bandes musicales. Et donc, elle a fait une chorégraphie sur ce thème, sur cette composition, La Flûte des Mornes, qui a eu un succès. C'était le thème le plus fort de son spectacle. Et les New-Yorkais se demandaient qu'est-ce que c'est que cette flûte et cette musique. Donc, elle m'a invité en juillet 84, elle m'a invité à New York pour jouer cette flûte en solo sur scène devant le public new-yorkais. Et puis il y a aussi une photo, celle qu'on va voir tout de suite, Max, où on vous voit assis sur un rocher avec en fond les mornes et la mer martiniquaise, qui est devenue un peu votre photo symbole. C'est une photo de Brigitte Costa-Léardé, qui est votre chargée de communication. Et là, on retrouve un petit peu tout l'esprit de la Flûte des Mornes. La roche sur laquelle vous êtes assis, Ouais, le morne à l'arrière et la mer qui symbolise aussi la Martinique. Oui, tout à fait. Et Brigitte Costa, qui est une excellente conteuse et aussi photographe, et qui a grand plaisir à faire toute ma communication, puisque c'est elle qui a fabriqué mon site et qui fait toute ma communication Internet. Dans le cadre de l'association que vous avez créée, qui s'appelle Arts Musicaux et Expression, hein, oui, ça, tout à fait. qui a été créée en 2002. Oui, c'est ça. Allez-y, Max. Oui, autrement, Brigitte Costa, c'est également une grande conteuse. Elle est connue de tout Fontenay-sous-Bois, et où elle a compté pour plusieurs générations d'enfants et aussi pour des adultes. On va voir tout à l'heure une photo où vous êtes avec elle. Alors, deux photos qu'on va voir l'une à la suite de l'autre. D'abord, cette photo avec Mona, mais vous avez déjà parlé de jeune Mona, qui était aussi pour vous une rencontre capitale. Ah oui, tout à fait. Et où on vous voit là tous les deux jouer, les yeux fermés, la flûte. Et là, c'est vraiment une photo qui symbolise la complicité et l'osmose entre vous deux. Ah oui, tout à fait. Il y a une grande amitié qui s'est développée instantanément entre nous. Nous avons eu beaucoup d'échanges très profonds sur des questions d'humanité, de culture, de politique, de beaucoup de questions profondes. Et pas seulement, on n'a pas parlé seulement de musique et de flûte. Hein, et vraiment, parce qu'il y a dans cette musique-là un souci d'exprimer
notre authenticité d'être. Parce que l'humanité est en train, je ne parle pas seulement du peuple antillais ou de la Martinique, c'est général, l'humanité est en train de vivre en ce moment, plus que jamais, une phase de son histoire où il y a énormément de dérives orchestrées, voulues par des lobbies prônant le matérialisme, le dieu argent, d'une manière excessive, au point que tous ceux qui n'ont pas suffisamment de vigilance, d'intériorité et de conscience des vraies valeurs de la vie se laissent complètement aliéner par ça. Ouais. Et donc, ça a toujours existé de tous les temps. Et Mona et vous étiez sur cette ligne-là. Oui, de défense de l'authenticité d'être. Oui, Ce qui ne veut pas dire la fermeture. Hein. Bien sûr. On peut être ouvert à d'autres cultures, mais en étant conscient de qui on est, de sa propre singularité, de ses propres particularités. Quelqu'un d'autre avec qui vous avez partagé beaucoup de choses aussi, et vous partagez encore des choses, c'est Dédé Saint-Prix, qu'on va voir sur la photo suivante. Et Dédé, lui, vous n'avez pas forcément beaucoup joué ensemble, par contre, il a bien appris, vous lui avez appris à fabriquer des flûtes. À fabriquer, et puis il a bénéficié aussi des doigtés qui sont sur ma tablature. Parce qu'il y a les élèves qui sont venus, qui se sont inscrits pour suivre les cours à l'atelier du CIRMAC que j'animais. Mais comme j'ai fait des planches avec les tablatures, c'est-à-dire tous les doigtés de la flûte, il y a beaucoup de gens qui, sans m'avoir rencontré directement, ont néanmoins bénéficié de cette tablature qui leur a permis de pratiquer la flûte, surtout dans la 3e octave. Donc, je pense que Dédé fait partie de ces personnes, mais il a surtout fréquenté l'atelier pour l'étude de la technique de fabrication. On va terminer cette rubrique matinique, Max, avec un extrait du concert du 23 décembre 2010. Ça vous rappelle quelque chose? À l'Atrium. 23 décembre, 23 oui, décembre 2010 tout à fait. à l'Atrium. Et un extrait où vous accompagnez vos musiciens sur un son de salsa. On écoute et puis on revient en plateau. Alors, des images de Edgar Silla, qui figure sur le compte YouTube de Brigitte Cossal-Hardé. Et alors là, c'était de la flûte de charanga. Oui, la flûte cubaine. On voit justement tout le panel de Maxilla aussi, et tout ce que la flûte permet de faire, en fait. Oui, tout à fait. Un accompagnement formidable du groupe en salsa. Ah oui, tout à fait. Et comme je disais, j'ai fait mes débuts avec les musiciens cubains à Paris, à l'Escale du quartier latin à Paris. Et effectivement, les anciens de la génération des Buenavistas. Donc c'est une musique déjà que j'ai entendue très jeune, depuis mon adolescence, mais qui me parle. Et c'est pourquoi je dis que je me sens profondément caribéen, martiniquais. Et donc, c'est extraordinaire parce que, autant que la musique des Mornes, cette musique de mes racines martiniquaises me parle, eh bien, je ressens cette musique cubaine de la même manière. Elle fait partie de notre culture. Et d'ailleurs, j'ai été invité par Angèle Étienne en 1996 à une émission en Guadeloupe qui regroupait les 3 chaînes de télé Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et vous avez été invité à Cuba aussi.
Oui, Vous avez été pratiquement l'un des premiers musiciens ou en ouverture de Cuba à jouer à oui, La c'est Havane. ça. Oui, à La Havane, au Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, qui a eu lieu en 1978. Où j'ai représenté la Martinique. J'étais responsable de la délégation artistique de Martinique. J'ai emmené des personnes comme Joby Bernabé, Oui. Raoul Guivalier. C'est encore, nous étions tout un groupe. Et d'artistes. ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que vous avez même... Eugène Mona Mona. était avec nous, oui, tout à fait. Ouais. Mona était avec nous à Cuba aussi. Oui. Et ce qu'on n'a pas dit, et prenez la flûte de charanga à côté de vous, Max. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous avez même réussi à vendre une flûte à Johnny Pacheco, une flûte de Oui. charanga à Johnny Pacheco. Oui, en 1974. Il avait un problème de flûte qui s'était fendu, parce que c'est des flûtes en bois d'ébène. Et donc, c'est par l'intermédiaire de Manu Dibango, qui à l'époque venait d'avoir un grand succès avec Soul Makossa. Oui. Il était invité par la Fania All Star. Et Johnny Pacheco a dit à Manu Dibango, trouve-moi une flûte en France, parce que les Cubains savent que leur flûte vient de France. C'est l'ancienne flûte classique du 19e siècle, à revisiter et à adoptée dans la musique cubaine, mais avec une utilisation beaucoup plus vaste que l'utilisation qui en était faite dans la musique classique française et européenne. Et voilà. Max, le temps passe très vite. On arrive à la toute dernière partie de l'émission qui s'appelle Politique. Un jingle et on revient. Alors, Maxi, là, alors on ne va pas parler de politique politicienne, bien entendu, mais là, on va plutôt parler à la fois de l'ouverture dont vous avez fait preuve, parce que vous avez joué partout, pratiquement partout dans le monde. Vous avez aussi été reconnu. Alors, il y a eu, on va voir une première photo, il y a eu d'abord eu ce film, enfin, il est relativement récent, ce film de Christian Fauré et Alain Agar, Conversation à une voix avec Maxilla, qui était un petit peu déjà un regard sur votre parcours. Oui, oui, tout à fait. Et j'ai bien aimé comment ça s'est passé, parce que ce film s'est fait d'une manière tout à fait spontanée, exactement comme je dis, un peu comme les reporters. Ouais, c'est un film de reportage, en quelque sorte. J'étais programmée pour un festival qui s'appelle Côte-Nord-Ca, Côte-Nord Caraïbes, et donc je logeais au Carbet. J'étais programmée à la Maison pour tous, pour animer une masterclass de flûte. Et Christian Fauré et Alain Aga étaient chargés par cette association Côte-Nord-Ca de filmer les points forts du festival. Et donc, ils ont filmé une partie de la masterclass. Ils ont été très sensibles à ma pédagogie, les valeurs que je défendais à travers l'enseignement de la flûte des mornes. Et ils m'ont proposé, ils m'ont dit que justement, ils veulent faire un documentaire qui n'incite pas les gens à consommer, mais à être. Et j'ai dit OK. On retrouve les valeurs dont vous parliez tout à l'heure. Exactement, tout à fait. Et donc, ils sont venus me voir. J'étais à l'hôtel Marouba du Carbet. Ils sont venus me voir. Et un matin, on est parti dans la nature comme ça. Il y a un qui tenait le micro, qui me questionnait, et l'autre la caméra. Ça s'est fait aussi simplement que ça. Un avec le micro, l'autre avec la caméra. Et il y a eu, c'est pour ça que ça s'appelle Conversation à une voix. Et c'était un moment très, très naturel, très spontané et très, très fort, très vivant. Autre moment aussi très fort, c'est on va voir l'affiche, la couverture de France Antilles, c'est ce fameux concert de Font-Saint-Jacques le 19 juillet 2015, au moment pour le tournage d'un autre documentaire qui a été fait sur vous par Michel Renette et Cyriaque Sommier, qui s'appelle Le Sage et la flûte, et qu'on a pu voir d'ailleurs
récemment sur Zitata TV. Et ça, c'était un concert à Font-Saint-Jacques où il y avait avec vous beaucoup de vos amis musiciens Oui, tout qui à sont venus fait. spontanément jouer avec vous. Il Marseille. y avait notamment Marseille, il y avait Alfred Varas, par exemple. Ouais, tout et à ça fait. aussi, c'est un bon souvenir. Très bon souvenir. Et c'est une reconnaissance, en fait, aussi de tout ce que Max Silla représente pour la Martinique. Oui, c'est ça. Et Michel Renette, qui est, à l'époque, était rédacteur sur France 3. France 3, oui, c'est ça, tout à fait. Rédacteur en chef à France 3, je Ouais, pense, oui. ouais. Et donc, c'est vrai, c'est un film de 52 minutes, oui, ils ont essayé de donner au mieux ce qui représente la trame même de ma démarche, Ouais, quoi, oui, tout à fait. de ma carrière. Et ce qu'on peut dire, c'est que vous avez été non seulement reconnu en Martinique, alors souvent on dit nul n'est prophète en son pays, mais vous, Maxi, là, vous êtes encore reconnu en Martinique, et vous avez été aussi reconnu ailleurs. On va voir deux photos. Le premier, c'est un article de Libération en 2017, au moment où votre album Flûte des mondes a été republié. Ouais, oui. On voit d'ailleurs la tenue que vous avez aujourd'hui, qui est le boubou de scène sur cette photo. Et la Mantillaise dans une flûte de campagne. C'était le titre de l'article de Libération, qui est vraiment un très très bel hommage. Un très bel hommage, parce qu'effectivement, j'ai été contacté par un label suisse de Genève, qui s'appelle Bongo Joe, qui est un Suisse d'origine libanaise, qui était tellement sensible à ma musique qu'il a voulu absolument rééditer le premier volume de La Flûte des Mornes. Oui. Dans lequel figure... En vinyle. En vinyle. Oui, tout à fait. Sur lequel figure justement le fameux morceau qu'on a entendu tout à l'heure. Et puis il y a eu aussi, alors vous avez rayonné partout dans le monde, on a parlé de vous dans le magazine spécialisé Traversière, qui est consacré aux flûtes. Et puis même aussi en Norvège, on va voir la photo... alors c'est intraduisible parce que je ne comprends pas le norvégien, mais Max Silla a eu une page entière avec tous ses albums quasiment sur un journal norvégien. Oui, de la culture. C'est extraordinaire. C'est un journaliste norvégien qui est venu à Paris. Il était heureux comme tout de me rencontrer. Et il est venu d'ailleurs à un concert que je donnais au Baiser Salé. Oh là là, il était en premier rang, heureux comme tout, parce qu'il pensait me rencontrer pour m'interviewer, mais il ne savait pas qu'il arriverait un moment justement où je donne un concert au Baiser Salé, et c'était très, 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 très fort. Évidemment, il y avait une traductrice, une photographe norvégienne qui vit à Paris, qui a fait la traduction de son interview. Quand on est un musicien comme vous, qui est plutôt quelqu'un on va dire, avec beaucoup d'humilité, vous n'aimez pas vous mettre en avant, et pourtant vous avez été reconnu dans le monde entier, Max Silla. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que c'est une forme de récompense malgré tout? Oui, c'est une forme de récompense, mais pour vous dire l'essentiel de tout ça, ça dépend, je dis toujours ça, de ce qui anime chaque artiste. Parce que le domaine artistique, c'est un domaine comme tout le reste, où il y a plein de diversité de nature. Tous les artistes n'ont pas les mêmes motivations, les mêmes préoccupations, etc. Pour ma part, ma musique et ma démarche artistique est animée de joie, le souci de beauté, qui va en même temps avec la joie d'ailleurs, parce qu'une belle musique, ça suscite la joie, et aussi, une fois de plus, d'authenticité d'être. Et à partir de ce moment-là, cela implique une conscience universelle de la nature humaine, de l'être humain. Et donc, le fait que ma musique soit reconnue, j'en suis heureux parce que ça fait des gens heureux. Et je dis souvent, j'ai récemment, dans un des récents concerts que j'ai donné au Baiser Salé,
j'ai exprimé une parole symbolique de la flûte des mornes, du père de la flûte des mornes, une phrase que j'ai reçue en méditation. Oui. Je dis bien en méditation, parce que je pratique la méditation, la prière, et je crois à la présence divine dans tous les aspects de la vie. Et cette phrase que j'ai reçue, qui est la phrase emblématique aussi de la flûte des mornes, exprimer le meilleur de soi pour le plus grand bien de chacun et le bonheur de tous. Très, très belle phrase. On termine avec 3 photos, Max Sylla, très rapidement. Alors d'abord une photo avec quelqu'un qui est un peu devenu aujourd'hui votre complice, Brigitte Costal-Léardé, qui a créé un concept qui s'appelle les récits musicontés, avec Brigitte, avec laquelle vous jouez de temps en temps pour justement dans le cadre de ces contes en musique. Oui. Vous en avez parlé. Brigitte est aussi votre chargée de communication. D'ailleurs, elle vous accompagne ici en Martinique. Il y a une vraie complicité. Oui, tout à fait. Et effectivement, elle a dédié son récit. C'est un récit inspiré qui parle du voyage de l'âme humaine, du voyage de l'humain, La marche de l'homme. La marche de l'homme. Comment ce voyage du monde non manifesté de l'esprit dans le monde terrestre, le monde physique. Donc je dirais, c'est un récit ésotérique et spirituel et ésotérique qui est très très beau. Oui. Et donc, on aura peut-être l'occasion un jour de vous voir vous produire en Martinique avec elle, dans le cadre des récits musicontés. Oui, tout à fait, parce que c'est un très beau texte. Et donc, j'ai eu l'occasion de l'accompagner dans le cadre de ce texte, d'un spectacle donné à Fontenay. Oui, Fontenay-sous-Bois. Ouais, pour la mairie de Fontenay. Ça a eu beaucoup de succès également. Et donc, ça se fait naturellement parce que j'aime bien accompagner les textes. Ça me vient spontanément parce que je trouve qu'il y a un lien entre les deux. C'est comme une musique extraordinaire qui m'a été inspirée par un poème aussi de Joubi Bernabé sur Morne Rouge, qui s'appelle Morne Rouge, et Cœur de Braise. J'ai oublié le titre exactement, mais c'est un poème qu'il a composé à la demande de l'ancien maire du Morne Rouge. Ah oui, Morne Rouge, Cœur de Braise et Couronne de Fougères. Un très beau texte que j'ai accompagné à la flûte. Ouais. Max, on va devoir conclure. On voit juste rapidement 2 photos. Une avec le groupe Jazz Racine Quartet que vous avez créé, et avec lequel vous jouez au Baiser Salé. Donc c'est Jazz Racine des Mornes Quartet plutôt, avec lequel vous jouez au Baiser Salé. Donc c'est à Paris, c'est la fameuse rue des Lombards, qui est une rue qui a été beaucoup fréquentée par les musiciens et les musiciens martiniquais. Donc c'est un petit peu devenu votre quartier général. C'est là que vous jouez quasiment presque oui, très, assez très souvent. régulièrement. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis il y a aussi cette photo, je termine avec elle, qui s'appelle les sous-fifres de Saint-Pierre. C'est dans le cadre d'un festival qui se passe, alors pas à Saint-Pierre en Martinique, mais à Saint-Pierre-d'Aurillac. Oui, au sud de Bordeaux. Voilà, et vous avez participé comme ça à plusieurs festivals de ce genre, parce que maintenant vous vivez en France hexagonale, et vous produisez un peu partout en France. Un peu partout. J'ai donné aussi un concert le 14 décembre 2019 à l'Opéra de Lyon, et c'était vraiment plein. Et aujourd'hui, Max Sylla, il a porte ouverte partout en France, quasiment. Oui, ça, je dois le dire, ma musique est reconnue de plus en plus, et surtout dans les hauts lieux de la musique classique, parce que récemment, le 28 mars de cette année, j'ai donné un concert avec l'orchestre de flûte français, qui est un orchestre composé de flûtistes, professeurs de flûte de conservatoire de musique. Donc c'est de plus en plus, et plusieurs de mes thèmes sont étudiés dans des conservatoires, notamment le conservatoire du 19e arrondissement à Paris, la classe de flûte tenue par une japonaise
très douée, d'ailleurs, une très grande flûtiste japonaise qui s'appelle Mie Ogura, qui dirige la classe de flûte du conservatoire du 19e et qui a fait interpréter 3 de mes compositions, c'est-à-dire l'Habitation Rochelle, la danse des bambous et Réminiscence, par ses élèves. Maxi, là, on arrive à la fin de cette émission, on a déjà beaucoup débordé. Vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce parcours extraordinaire. Merci. Max, on peut dire Max, le joueur de flûte universel. Merci. Le joueur de flûte universel. Merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait autour de la flûte des mondes et de la tradition martiniquaise. Eh bien, je te remercie, et Jean-Marc et toute l'équipe de Zitata. Merci de cette initiative et bon succès pour votre chaîne de télé et puis bon succès pour toutes les émissions qui permettra aux Martiniquais d'avoir plus confiance en eux. Merci beaucoup Maxila, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Zitata TV. Merci.